Bonjour à vous, camarades, amis, concitoyens, compatriotes. Je voudrais aujourd'hui commenter un petit peu au nom du PRCF et en accord avec mon ami et camarade Fatih Kassem, secrétaire national du PRCF, le résultat du premier tour de la présidentielle, sans perdre de vue pour autant, je le dis d'emblée, le fait que, de notre point de vue, en tant que communiste et anti-impérialiste, la première des luttes à l'heure actuelle, c'est quand même de contrer au maximum cette Union européenne alliée à l'OTAN qui jette de l'huile sur le feu en permanence en Ukraine, qui sabote toute idée de négociation et qui, par son comportement, peut conduire effectivement à des frictions directes entre le bloc euro-atlantique et la Russie, au risque d'une guerre continentale, d'une conflagration transcontinentale et peut-être même d'une guerre nucléaire. Par rapport à un tel danger, évidemment, tout le reste n'est pas secondaire, mais tout le reste est second. Et donc ne perdons jamais de vue, y compris en pleine bataille française, les exigences de la défense de la paix. Pour revenir maintenant à la question qui nous occupe, c'est-à-dire l'analyse du premier tour, alors le PRCF a déjà produit un premier document, il va y avoir un tract national, je résume un petit peu les choses. Le premier des points que je veux mettre en avant, c'est que le duo Le Pen-Macron, c'est-à-dire ce que nous appelions le second tour cauchemardesque, est à nouveau devant nos yeux. De ce point de vue, ce n'est absolument pas la faute des militants franchement communistes du PRCF qui ont tout tenté depuis des mois, pour promouvoir une alternative rouge et tricolore, autour d'une candidature éventuellement qui pourrait avoir porté cette idée d'union du drapeau rouge et du drapeau tricolore pour sortir la France de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN, pour l'orienter vers le socialisme, pour combattre le capitalisme, pour nationaliser les grands moyens de production, enfin tout au moins les secteurs clés de l'économie, disons, et pour mettre en place une nouvelle république démocratique et populaire. Bon, nous avons aussi tenté de dialoguer avec messieurs Mélenchon et Roussel à ce sujet, car notre projet n'était certainement pas de diviser les forces de progrès. Je rappelle qu'en 2017, nous avions d'ailleurs officiellement soutenu, avec quelques critiques, mais soutenons tout de même la candidature de Mélenchon. Et donc nous n'avons pas réussi, ne serait-ce qu'à dialoguer avec ces messieurs qui ont refusé tout contact. Sans doute craignait-il d'avoir trop de voix et d'avoir trop de contacts. Et pour ce qui est de Roussel, eh bien, l'accord de certaines forces bourgeoises ou petites bourgeoises lui était plus cher, apparemment, que celui d'autres militants communistes. Passons. Plus gravement, c'est sur le contenu qu'ils ont été insuffisants. Car l'un et l'autre, en fait, sur le point stratégique majeur, celui de la rupture avec l'Union européenne, avaient totalement laissé tomber. Je rappelle que dans les années qui ont précédé qui ont précédé cette élection présidentielle, eh bien, nous avions droit à la formule de Mélenchon qui disait « l'Union européenne, on la change ou on la quitte ». Et donc, qui faisait miroiter la possibilité d'un Frexit, un Frexit de gauche, progressiste, comme nous disons, de manière à mettre le paquet dans la négociation avec l'Union européenne. Nous pensions qu'il fallait sortir directement de l'Union européenne, mais nous avions apprécié cette formule de Mélenchon comme un pas en avant, et nous ne sommes pas des maximalistes. Quand il y a un pas en avant, nous le soutenons. Eh bien, Mélenchon a renoncé à tout cela sur la pression de son aile européiste et réformiste, au mauvais sens du mot, donc les Coquerel, Bompard, Clémentine Autain et autres, Manon Aubry, voilà, et par conséquent n'a pas porté face à Le Pen et à son faux patriotisme l'exigence de l'indépendantisme français, face à Macron et à son européisme débridé, eh bien, l'exigence d'une sortie par la gauche de l'Union européenne, et il ne pouvait pas de ce fait entraîner derrière lui les larges masses de la classe ouvrière qui soit s'est abstenue, soit malheureusement a voté Le Pen. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, les sondages, etc. Tout est parfaitement clair de ce point de vue, et c'est assez attristant.
Mais c'est simplement aussi le fait que les principales forces, y compris celles qui se réclament du communisme, ne s'adressent plus spécifiquement aux ouvriers, qui ont été la force majeure du non à la Constitution européenne. 80% d'entre eux ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Bon, il y a mon chat qui fait de la contestation derrière, mais elle attendra un petit peu pour le coup. Alors, en l'occurrence, on peut dire ici que nous sommes dans une situation où ce Frexit progressiste n'ayant pas été présent dans l'élection, pour la première fois, eh bien, ce système de la présidentielle a été verrouillé comme jamais. Il l'était déjà il y a 5 ans, mais moins, puisque tout de même, sur la droite, il y avait Asselineau avec son Frexit socialement indéterminé, et sur la gauche, il y avait Mélenchon avec sa dialectique plan A, plan B. Là, il n'y avait plus rien, plus aucun candidat qui porte cette problématique tout à fait centrale pour qui veut rétablir l'indépendance nationale. C'est un mythe si l'on reste à l'intérieur de l'Union européenne, et encore plus de l'OTAN, défendre la paix, ce qui est tout à fait impossible avec cette Union européenne-OTAN complètement fusionnelle qui cherche la bagarre avec la Russie et avec la Chine. C'est un sujet majeur. Et là-dessus, tous les candidats ont calé d'une manière ou d'une autre et ont complètement, sauf, il faut le dire, à sa décharge, et donc je lui reconnais ce mérite, sauf Nathalie Arthaud qui, c'est rare que je fasse l'éloge effectivement de quelqu'un qui est à la lutte ouvrière, mais qui a en effet eu une position, je dirais non pas juste, mais décente, en disant qu'au fond, eh bien, il ne suffisait pas de condamner Poutine, mais qu'il fallait condamner aussi l'impérialisme occidental. Bon, si au moins on avait eu clairement ça, et non pas un discours anti-Poutine complètement unilatéral, négligeant totalement la nocivité, l'exterminisme même de cette OTAN qui joue avec la guerre mondiale en envoyant des armes offensives en Ukraine, qui envoie Ursula von der Leyen parader à Kiev et annoncer que l'Ukraine va adhérer à l'Union européenne. Bon, enfin, voilà. Si au moins on avait eu ça, eh bien, on aurait eu au moins une bataille idéologique digne de ce nom, une bataille communiste, une bataille franchement insoumise. Mais le mot France insoumise lui-même a quasiment disparu du vocabulaire, il n'en avait plus que pour l'Union populaire, terme relativement flou et peu engageant en quelque sorte. Ça ne signifie pas que les militants communistes qui ont fait la campagne de Roussel aient démérité, ni ceux qui ont fait la campagne de Mélenchon et qui ont obtenu une belle dynamique tout à fait remarquable, même de premier tour. Donc ici, il ne s'agit pas, disons, de minimiser les efforts des uns et des autres. Il s'agit simplement de remarquer que sur le contenu du programme, eh bien, la dynamique n'était pas du tout à la hauteur des propositions faites. Il ne suffit pas de faire des scores. Il s'agit de savoir ce qu'il y a derrière ces scores et à quoi ils mènent. S'ils mènent à une nouvelle débandade comme celle de Tsipras en Grèce face à la Troïka, ou s'ils peuvent réellement mener à une rupture progressiste avec l'UE, avec l'OTAN, et derrière à une avancée vers le socialisme et la rupture avec ce système capitaliste de plus en plus abominable, de plus en plus fascisant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, proprement exterministe. Voilà. Donc, bon, voilà, le résultat maintenant, il est ce qu'il est. Alors, on a effectivement donc des choses positives. C'est pas négligeable qu'il y ait effectivement des forces de gauche relativement plus importantes que prévu. C'est triste qu'en réalité, la campagne Roussel n'ait pas du tout permis de consolider un parti communiste qui, de toute façon, est désormais totalement acquis à la construction européenne, sur son principe même, de par l'adhésion du PCF au parti de la gauche européenne. Bon. C'est comme ça. La réalité, tout de même, pour finir, il n'y a pas à s'en vanter, y compris pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que pour la troisième fois, il n'est pas au second tour, pour la troisième fois, eh bien, on a affaire à un duo, pour la deuxième fois, pardon, cauchemardesque, proprement cauchemardesque. Bon. Donc, que faire par rapport à cela? Alors, la première des choses que je veux dire, en tant que militant du pôle de Renaissance communiste, qui déjà en 2017 n'avait pas appelé, contrairement au PCF, à la CGT et ainsi de suite, à voter Macron, soi-disant pour faire barrage à l'extrême droite, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il est hors de question d'apporter un appui politique ou électoral quelconque à Emmanuel Macron, non seulement au vu de son bilan catastrophique sur le plan social, mais aussi de ses projets et de son action actuelle. D'abord, c'est le chef de file à l'heure actuelle de l'Union européenne,
puisque la France préside en ce moment l'Union européenne, et que c'est Macron, donc, qui est le chef de file de cette UE, qui, comme je l'ai dit, cherche la bagarre avec la Russie, et qui ne sait pas quoi faire pour envenimer les choses. De ce côté-là, quand même, ayons conscience que même si Poutine avait tort à 250 000% par rapport à l'OTAN, la Russie est une puissance nucléaire, et que, effectivement, donc aller tirer les moustaches du tigre et s'étonner ensuite de prendre un coup de patte dans la figure, c'est quand même le comble de l'imbécilité sur le plan politique et de l'irresponsabilité sur le plan de la défense, non seulement de la France, mais de cette Europe qu'ils disent tous aimer et qu'en réalité, ils sont prêts, pour les beaux yeux de Joe Biden, de transformer en un champ de bataille entre la Russie et l'Alliance Atlantique. Voilà. Donc rien que là-dessus, je ne peux pas voter pour le chef de file de l'Union européenne qui se confronte de façon tout à fait catastrophique à la Russie. Si l'UE et si l'OTAN n'avaient pas cessé de s'étendre à l'Est après l'unification allemande et après la disparition de l'URSS, on n'en serait évidemment pas là. Même Chirac avait tenté effectivement de faire en sorte que l'Ukraine devienne un territoire neutre de manière à ce que il y ait un tampon entre l'Est et l'Ouest et que par conséquent la guerre soit la plus difficile possible entre les deux blocs, puisque la Troisième Guerre mondiale serait pour le coup la dernière, vu qu'après il y aurait sans doute plus d'humanité ou une humanité si désespérée, si détruite, qu'elle ne pourrait plus construire rien de valable. Alors, voilà, et puis en plus, bien sûr, Macron, c'est aussi l'État fédéral européen que veut Scholz. Macron, lui, parle de souveraineté européenne, mais c'est la même chose. C'est l'autonomie de la Corse, et derrière, ça sera l'autonomie de l'Alsace, de la Bretagne, et ainsi de suite, c'est-à-dire le détricotage de la République française unie et indivisible, avec tout ce que ça comporte de destruction de l'ordre public social français, des conventions collectives, des statuts publics, de la fonction publique, de tout ce qui a été conquis dans un cadre national depuis la Révolution française, et même avant, puisqu'il y a eu des ébauches de services publics déjà à l'époque de la monarchie. Alors, cela étant, on ne peut pas laisser faire tout ça. Et puis, la retraite à 65 ans, qui signifie en réalité la mort des retraites par répartition. Il suffit de comprendre qu'on ne retournera pas, en mettant la retraite à 65 ans, à la situation qui prévalait avant 1981 et la retraite à 60 ans, vu qu'entre-temps, il y a eu les décotes, les fameuses décotes, et qu'en plus, maintenant, les gens commencent à travailler plus tard pour des raisons liées à leur formation, et que par conséquent, donc, des tas de gens, même en arrivant à 65 ans, n'auront pas leur retraite complète, et de plus en plus, beaucoup de gens se diront, les jeunes en particulier, je ne veux pas cotiser pour une retraite misérable et que je ne toucherai jamais. C'est la mort des retraites par répartition que nous propose Macron, malgré ce qu'il affirme. Il sait très bien que c'est faux. Il va déstabiliser totalement le système. Et puis aussi, bien sûr, c'est l'absence de travail réel sur l'augmentation des salaires. Là, on laisse les patrons libres de ne pas augmenter les salaires alors que les prix se dilatent à l'infini et se dilataient, comme vous le savez tous, bien avant la guerre en Ukraine. L'inflation n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. Il y a aussi derrière tout ça beaucoup de spéculation des grands capitalistes à l'échelle française et mondiale. Bon, Macron c'est tout ça, plus le RSA sous condition, plus l'amorce d'une totale dénationalisation de l'éducation nationale avec l'idée de faire en sorte que les chefs d'établissement choisissent leurs enseignants. Bon, par conséquent aussi, ça signifie la fin pour les enseignants et pour la fonction publique, des statuts, des concours publics, de la stabilité, de la sécurité de l'emploi, pour ceux qui l'ont encore, il y en a déjà beaucoup qui ne l'ont plus. Enfin voilà, donc votez Macron, alors qu'il ne dit pas lui-même que pour obtenir le vote de barrage contre Le Pen, il est prêt à faire des sacrifices réels sur son programme, et qu'au plus il annonce peut-être la retraite à 64 ans, mais enfin passez-moi l'expression, puis on sait que c'est un reculé pour mieux sauter, puisque chaque fois c'est 62, puis 64, puis 65, Édouard Philippe est déjà à 67, et les accords de Barcelone, les accords européens qui cadrent tout ça à l'arrière-plan, signés par Jospin en 2002, prévoient la retraite à 67 ans en moyenne dans l'Union européenne. Alors vous voyez, elle est belle cette Union européenne. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas le progrès social, ce n'est pas la démocratie, c'est l'empire. L'empire centré sur Washington et sur Berlin,
et la France en capilotade derrière tout cela. Alors voilà pour Macron. Bah, évidemment, ça ne signifie pas pour autant que nous banalisons Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une idéologie extrêmement dangereuse. C'est débrider complètement toute cette idéologie de soi-disant la lutte contre le communautarisme islamiste, mais en fait, c'est le communautarisme français contre le communautarisme islamiste. Et ce communautarisme français n'a rien à voir avec le véritable patriotisme qui a toujours été ouvert. Pensez à la Révolution française et aux soldats de l'an 2, pensez aux communards affrontant les Prussiens en 1871, pensez au FTP, aux francs-tireurs et partisans mis en place par le Parti communiste, et au FTP MOI de la main-d'œuvre immigrée de mon camarade Landini. Tout ça n'a rien à voir avec cette espèce de rabougrissement complet qui va déshonorer la France à l'échelle mondiale. Voilà, que le pays des droits de l'homme, celui où a émergé la déclaration de 89, en soit là, c'est un signal terrible. Et je le dis en tant non pas seulement que patriote français, mais en tant qu'internationaliste. Et tout simplement parce que ça veut dire que la France, qui a initié le processus des révolutions populaires au XVIIIe siècle, est en train de tourner vinaigre, de tourner très mal. Voilà, de mariner dans un très mauvais jus, si j'ose dire. C'est Marianne que nous défendons, c'est pas Marine. Hein. Alors cela étant, il faut militer en milieu ouvrier, parce que la fausse gauche ayant fait toutes ces trahisons, le Parti communiste lui-même s'étant déporté vers la social-démocratie depuis des décennies, avec l'eurocommunisme, avec la mutation de Roberu, avec l'adulation du liquidateur Gorbatchev de l'Union soviétique, et ainsi de suite, eh bien, du coup, forcément, tout le spectre politique français s'est décalé vers la droite. Si les communistes eux-mêmes se décalent vers la social-démocratie, comment la social-démocratie, qui ne rêve que de ça, ne se décalerait-elle pas vers la droite, et la droite vers l'extrême droite? Hein, voilà, au fond, ici, tout ça, ça forme un bloc, une sorte de dérive des continents. Hein. Et donc, voilà pourquoi on en est là. La classe ouvrière, ici, ne doit pas être culpabilisée, on ne doit pas dire salaud d'ouvriers qui votent Le Pen. D'ailleurs, la majorité d'entre eux s'abstient, ne votent pas Le Pen. Hein. Mais, ou une partie d'entre eux votent aussi Mélenchon ou Roussel. Tous ces ouvriers sont mes frères de classe, quel que soit ici, pour certains d'entre eux, leurs errements provisoires. Mais disons qu'en réalité, on peut comprendre ce décalage vers la droite et l'extrême droite, dans la mesure, comprendre n'étant pas excusé, bien évidemment, quand on comprend qu'effectivement, eh bien, ils veulent à tout prix protester, chasser Macron du pouvoir, chasser toute cette bourgeoisie dégoulinante de bonne conscience, dégoulinante de leçons données à notre peuple, et bon, beaucoup d'entre eux veulent chasser, en quelque sorte, à tout prix, Macron du pouvoir. Avant c'était le tout sauf Le Pen, maintenant c'est le tout sauf Macron, et les deux façons de procéder sont évidemment totalement suicidaires pour le peuple. Car une fois Marine Le Pen en place, même si elle tient des discours actuellement mielleux à l'égard des syndicats, évidemment ça ne va pas être rose, et encore moins rouge évidemment, pour les communistes, pour les syndicalistes de classe, et bien sûr pour nos camarades ouvriers. Qu'est-ce que c'est que ce projet ridicule que de vouloir empêcher les femmes de se promener voilées, enfin avec un fichu sur la tête dans les rues? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vont faire les femmes françaises solidaires des musulmans ou prétendus musulmans? Ben, elles vont mettre un fichu exprès pour provoquer effectivement, pour montrer leur solidarité avec ces femmes. C'est pas là-dessus que l'on doit évidemment combattre l'islamisme. C'est évidemment avec toute une série de mesures sociales, de mesures économiques, de mesures policières aussi, parce que les plus fanatiques d'entre eux doivent être effectivement mis hors d'état de nuire, bien évidemment. Un pouvoir communiste en France n'aurait aucune tendresse pour les islamistes, comme il n'en aurait aucune, à un degré différent, certes, à l'égard de tous ceux qui veulent casser, détruire la République une et indivisible dans toutes les régions françaises de l'Hexagone, ou de la métropole, comme on dit. Le cas de l'outre-mer étant à traiter différemment, puisque cet outre-mer a été, lui, bel et bien colonisé et discriminé.
Alors cela étant, effectivement, ça signifie quoi? Ça signifie que, sans appeler à voter Macron au second tour, c'est à lui de se débrouiller pour obtenir des voix de gauche s'il le peut, mais ça signifie des concessions fortes sur son programme, et des concessions fortes sur l'État fédéral européen, des concessions fortes sur la question de la paix, et ainsi de suite. À lui de se débrouiller avec ça, c'est lui qui est candidat, c'est pas moi. C'est pas le PRCF qui est candidat. C'est au candidat de gagner des voix. Et non pas, disons, aux gens comme nous, qui avons effectivement toujours combattu Macron et l'extrême droite, de devoir en quelque sorte ramper au deuxième tour. Non, voilà, prenez vos responsabilités, messieurs. Et pour autant, ça ne signifie pas la passivité, ça ne signifie pas rester tranquillement chez soi, ça signifie aussi, et c'est ce que nous allons faire avec un tract, adressé spécialement et principalement à la classe ouvrière, notre classe de référence, pour l'appeler effectivement à faire barrage à Le Pen, tout bonnement, en ne votant pas pour elle, en ne votant plus pour elle pour ceux qui ont voté pour elle au premier tour. Ici, il ne s'agit pas du tout d'avoir la moindre complaisance. On fait toujours comme s'il n'y avait que le choix, soit de voter Le Pen, soit de voter Macron. Mais on peut tout aussi bien, évidemment, sans voter Macron, militer entre les deux tours pour faire baisser le vote Le Pen, et pour cela s'adresser à la classe ouvrière en critiquant durement Macron, parce que tous ceux qui diront, comme Fabien Roussel, qu'ils veulent battre Le Pen, mais pour cela utiliser le bulletin Macron, seront aussitôt inaudibles dans la grande majorité de la classe ouvrière. Voilà. Donc nous, notre position, elle est parfaitement claire. On ne va pas courir derrière Macron, et on ne va pas pour autant rester passif face à Le Pen, on va militer contre le vote Le Pen. Je ne sais pas si on peut être plus clair que ça, évidemment. Alors, cela étant, ce n'est pas le principal encore. Le principal, c'est la grande explication qui vient. Notre peuple n'en peut plus de toutes ces politiques successivement mises en place par les Sarkozy, les Hollande et les Macron, qui sont tout simplement des exécutants de la feuille de route de cette funeste construction européenne qui détruit notre pays sur le plan social, sur le plan institutionnel et même sur le plan linguistique, puisque l'anglais est en train, sans aucun débat, de devenir la langue officielle des institutions européennes. Donc nous sommes en train de nous faire détruire en tant que peuple, en tant que nation. Mais ce patriotisme-là, il faut l'assumer sur des bases de classe, sur des bases anticapitalistes, sur des bases anti-impérialistes, sur des bases antifascistes, faut-il le dire, ou antiracistes, puisque si la classe ouvrière doit jouer un rôle moteur dans la transformation sociale, ça implique évidemment qu'elle soit unie, et qu'elle soit unie entre ceux qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds, et ceux qui ont les yeux bridés comme moi, ou les yeux bruns tout simplement, et les cheveux bouclés comme tant d'autres, effectivement. On s'en fout. On s'en fout de tout ça. La question, c'est de savoir si on est des exploités et si on se bat contre l'exploitation, ou si on accepte l'exploitation capitaliste. Voilà, c'est comme ça que le Parti communiste avait intégré dans la France, la véritable France, eh bien, les immigrés sur la base de la lutte de classe, puis sur la base de la lutte antifasciste et de la lutte de libération nationale, sans pour autant jamais céder sur la question de l'anticolonialisme. On peut très bien être anticolonialiste et patriote français, et même je dirais que ça marche ensemble, puisque si on comprend bien ce que c'est que le colonialisme, c'est une honte pour la France. Donc on combat ce qui fait honte à la France et ce qui l'a détruit. Tout ça est parfaitement logique en réalité, dès qu'on a un point de vue de classe marxiste et marxiste-léniniste, comme c'est le cas de notre part. Et enfin, on va préparer cette grande explication qui vient, donc le 1er mai, déjà en s'adressant notamment aux syndicalistes de classe avec un numéro d'initiative communiste qui sera centré sur le syndicalisme de classe, et en continuant à afficher pour la paix, contre l'OTAN, contre l'escalade, dans notre pays, en portant ici peut-être avec honneur la seule action véritable continue contre cette entreprise extrêmement dangereuse qui peut déboucher à tout moment, je l'ai dit au début, je termine là-dessus, sur une conflagration Est-Ouest qui détruirait non seulement l'Ukraine et ce qu'il en reste, la Russie bien évidemment, mais aussi l'Europe et la France. En ce sens, je suis plus européen que tous ces gens qui ne cessent de dire l'Europe, 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 comme disait De Gaulle en sautant comme des cabris sur leur chaise, et qui en réalité
prépare son anéantissement possible, M. Biden étant à l'arrière-plan de tout ça et étant très content que la guerre s'enlise en Ukraine, si cela arrive, ou que l'Union européenne, que tous les pays de l'Union européenne servent de champ de bataille, en réalité, à l'avantage de qui, hein, comme lors des deux premières guerres précédentes, où les États-Unis sont toujours arrivés très tard dans le conflit, notamment lorsqu'ils ont ouvert le second front, vous le savez, alors que l'Union soviétique avait déjà, pour l'essentiel, brisé la Wehrmacht à Stalingrad et à Koursk. Bon, voilà, donc je termine là-dessus. Je vous dis surtout, militons. Militons entre les deux tours, et militons principalement en direction des entreprises, spécialement en direction des usines, des chantiers, des centraux EDF, des gares SNCF, bref, de tout ce qui fait la classe ouvrière, de l'énergie, des usines, des chantiers, des transports, des télécoms. Voilà, principalement c'est là qu'est la source principale de la victoire future. Nous ne sommes pas comme M. Mélenchon qui a dit le soir du premier tour, très content de son score et apparemment pas si mécontent que ça de ne pas être au deuxième tour, hein. Il n'avait pas l'air d'être très affecté par ça, eh bien qu'il fallait faire comme Sisyphe qui remonte sans arrêt le rocher en haut de la pente. Oui, mais le mythe de Sisyphe, que vous connaissez bien, M. Mélenchon, c'est aussi que le rocher retombe sans arrêt vers le bas. Eh ben nous ne voulons plus que le rocher retombe sans arrêt vers le bas. Nous voulons des positions solides. Nous voulons gagner et non pas perdre éternellement avec de bons scores, avec des scores de plus en plus intéressants, mais toujours perdants. Ce que nous voulons, c'est finalement l'indépendance de notre pays, c'est la défense de la paix, c'est le retour au progrès social et c'est la reprise de la marche révolutionnaire vers le socialisme. Et pour ça, il faut un vrai parti communiste, un parti communiste que n'est plus malheureusement et que ne redeviendra plus, tous les faits le montrent, le PCF de M. Roussel, PCF arrivé au PGE, je le regrette, mais c'est comme ça. C'est une nouvelle leçon de choses qui a été apportée, malgré la campagne méritoire qu'ont pu mener les militants communistes. Il faut reconstruire un véritable parti communiste. C'est ce qu'essaie de faire avec des moyens réduits, mais en dynamique tout de même, du point de vue des adhésions et de son implantation dans la jeunesse, le pôle de renaissance communiste en France, qui a des contacts de plus en plus intéressants, y compris avec toutes sortes de syndicalistes de classe ouverts à la discussion, qui comprennent bien qu'ils ne pourront pas renouveler le syndicalisme de classe dans ce pays sans un vrai parti communiste. Ça marche ensemble, il faut marcher sur ses deux jambes. Quand la classe ouvrière marche sur ses deux jambes, parti communiste de combat et syndicalisme de classe et de lutte, elle gagne. C'est ça qui est intéressant, hein. Le Pen dit quand le peuple vote, le peuple gagne. Moi je dis quand le peuple lutte, le peuple gagne. Il peut arriver que le vote soit un moment de la lutte, mais s'il n'y a pas de lutte, si les luttes ne sont pas étendues, le peuple ne gagne pas. Préparons la grande explication avec le candidat qui aura été élu le 26 avril. Combattons le lepénisme sans le banaliser. Ne nous rallions pas pour autant à un président qui prépare l'État fédéral européen et qui est en fait un va-t-en-guerre dissimulé, même si de temps en temps il y a quelques discours un peu mielleux sur la paix. Voilà, nous avons du pain sur la planche, et donc principalement à l'action de classe, et rendez-vous aussi le 1er mai prochain pour faire entendre la voix des travailleurs, la voix du monde du travail, qui est le cœur de la nation française. Merci de votre écoute.